Précédemment, dans La Ville en jaune, nos détectives ont été embauchés par Charles Bonjean pour résoudre des soucis de vandalisme sur son grand projet La Grande Percée, qui vise à rénover les habitations de 2 allées de la ville. Il a embauché les détectives privés les plus prestigieux de Strasbourg pour résoudre cette affaire, avec une énorme somme d'argent à la clé, s'il trouve le coupable. Durant leur enquête, les investigateurs ont découvert plusieurs choses étranges. Certaines pierres des murs étaient creuses et de la dynamite a été retrouvée dans les murs. En suivant leurs pistes, les enquêteurs ont retrouvé la trace des explosifs qui les a menés à penser qu'un certain Ambrosius, un ancien Allemand, voulait s'en prendre à Strasbourg. Et alors qu'ils pensaient être en sécurité, un certain Hans, se faisant passer pour un des détectives par on ne sait quelle magie, a tué Jules, le chef de l'enquête. Mais cela faisait un moment que Hans se camouflait. A-t-il eu le temps de faire autre chose? Il se pourrait bien qu'il ait envoyé une lettre à Charles Bonjean. Lundi 13 septembre, 13h. Alors qu'Elisabeth, Reynald, Martha et Georges rentrent dans une voiture, Charles Bonjean sort de son bureau, avec à ses côtés Gontran. Il s'avance vers l'accueil. Bonjour Sophie, j'ai une dérogation à vous demander. Au vu de ce qui s'est passé sur la place Kléber, il serait peut-être préférable de reporter la représentation de cette troupe de théâtre qui se fait appeler comment déjà La Libération, oui. Mardi, je pense que ça devrait être bon. Et concernant le pauvre homme qui est mort hier aussi, il n'a aucune famille, mais c'est un héros pour Strasbourg. Et il aimait vraiment cette ville. J'aimerais qu'on l'enterre. Et mardi aussi, cela me semble une bonne date. Il mérite au moins ça. La jeune femme acquiesce, sans poser de questions. Elle prend en note ce que l'homme lui raconte. Charles et Gontran sortent ensuite de l'hôtel de ville et partent en direction de la rue du 22 novembre. On les voit entrer dans un bâtiment qui borde la rue. L'endroit est poussiéreux. Les 2 hommes s'avancent au fond de la pièce et poussent des caisses et meubles qui étaient contre un mur, laissant apparaître un immense trou béant percé dans la fondation. Des toiles d'araignée jonchent le tunnel et il y a une forte odeur, une odeur de poudre. Le tunnel débouche sur un immense réseau de galeries souterraines. Alors qu'on avance, un chariot poussé par un homme passe devant nos 2 arrivants. Le contenu est facilement discernable. Des explosifs. Ils sont déposés dans un angle, sur une pile de ce qui semble être des dizaines et des dizaines de bombes. Charles s'arrête un petit moment et contemple les lieux avant d'avancer. Ah, Gontran, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Et dire que nos chers détectives nous auront fourni la dynamite nécessaire pour nos travaux. Bon, veuillez à ce que tout soit bon pour demain après-midi. Je veux qu'aux environs de 14h, nous puissions créer l'inimaginable. Charles observe encore un peu les lieux. Le sourire aux lèvres, il commence à rebrousser chemin. Derrière lui, des souterrains qui s'étendent sur des kilomètres sous la ville. Mais ils ne sont pas vides. Collés aux parois, des dizaines et des dizaines d'explosifs s'enfoncent dans l'obscurité des tunnels. Mardi 14 septembre, le vent souffle dans les rues désertes de la ville. Mais vers les 7h du matin, alors que des horloges résonnent, on entend de légers bruits de pas dans la rue du 22 novembre. Les planches qui cachaient le trou béant dans la maison ont été arrachées. Des lumières illuminent les souterrains. Pendant ce temps, un brouhaha incessant se fait entendre. Un train entre en gare. Sur les quais, Charles Bonjean surveille les passagers qui descendent avec attention. Alors que les arrivants se dispersent, un vieil homme sort du wagon, canne en main. Il porte un vieux chapeau long, un long blouson gris et une fine mallette sous son autre main. 2 hommes, des armoires à glace, portant un rectangle recouvert de plusieurs couches de drap, le suivent d'assez près. Charles Bonjean s'avance vers eux, accompagné de Gontran. Enchanté, je suppose que vous êtes Ambrosius. En effet, c'est une magnifique canne que vous avez là. Sur la partie métallique de la canne en bois est gravé un signe à 3 branches. Vous devez être le fameux Charles Bonjean. Enchanté. Ravi de faire la connaissance d'une personne aussi passionnée que moi. Mais ne discutons pas là. Je vous ai préparé une suite comme vous me l'aviez écrit à l'hôtel de la Maison Rouge. Parfait. Cela me remémorera de vieux souvenirs. Le groupe d'hommes s'enfonce dans la ville. Ambrosius marche difficilement avec sa canne, mais tous ensemble, ils arrivent vers les 7h30 à l'hôtel. Charles Bonjean parle à la personne qui gère l'accueil, récupère les clés et guide ses invités jusqu'à la chambre. En ouvrant la porte, la suite est immense. Un salon gigantesque dans lequel est disposé plusieurs canapés, d'un bar qui est rempli d'alcool et de plusieurs miroirs ou autres meubles un peu chics. Au fond, des baies vitrées ouvrent sur un balcon sur lequel est placée une table et 8 chaises, donnant sur la place Kléber. Il y a aussi 3 chambres
et 2 salles de bain. Oh, grandiose, comme d'habitude. Je me devais de vous donner la meilleure suite. Nous aurons une magnifique vue sur le balcon pour le spectacle qui s'en vient. Fort bien. Et vous ne m'en voudrez pas si j'invite un de mes amis? Non, faites donc. Qui dois-je contacter? Pas la peine de vous donner de mal. Il va venir tout de suite. Ambrosius fait un signe aux 2 hommes de main derrière lui. Il dépose l'objet qu'il porte contre un des murs du salon et enlève les morceaux de tissu. Caché sous l'épaisse couche de drap, un tableau. Une peinture de Léo Schnook. Elle représente une chambre dans un asile. Mon camarade m'a donné cette peinture avant que nous partions la guerre. Ambrosius s'avance, donnant un léger coup de canne sur la toile. Tu peux venir, Léo. Charles Bonjean reste stupéfait. Devant lui, la peinture sur le tableau ondule. De plus en plus de vagues accélèrent jusqu'à ce qu'une main sorte péniblement de la toile. Elle agrippe le cadre et s'appuie dessus pour s'aider à sortir. Monsieur Bonjean aperçoit une tête, puis le reste du corps. Léo Schnook a émergé de son tableau. Oh, eh bien, bonjour, mon cher Ambrosius. L'homme de mairie prend une chaise pour s'asseoir, tandis que Gontran se place devant lui, le visage énervé. Bien ça alors, pour un tour de magie, j'ignorais qu'il était possible de faire de telles choses. Oui, Léo est un être à part. Il a une connexion avec des forces au-delà de notre réalité. Monsieur Hans n'est pas là? Le déguisement que je lui avais fait était un vrai chef-d'œuvre, vous auriez dû voir ça. J'avais presque utilisé toutes mes peintures. Malheureusement non, mon cher. Il a été tué lors d'une altercation avec un groupe de détectives privés. Et Martha va bien? Oui, mais ils ont perdu leur chef. Hans lui a tiré dessus. Oh, elle doit être triste. Charles ne sait pas comment réagir face à Léo. Bon, et si on allait s'asseoir au balcon? J'ai préparé un festin droit pour l'événement qui va avoir lieu. Oh, avec joie. Monsieur Bonjean ouvre la baie vitrée pour faire rentrer un peu d'air frais. Il s'avance vers la table et regarde la vue. Le soleil réchauffe la place de sa douce chaleur matinale, tandis que la vie est comme à son habitude dans Strasbourg. Du monde est rassemblé dans les rues, les ouvriers circulent, les citoyens se rendent à la mairie, et les bars commencent à se remplir. Ah là là, quelle vue magnifique. Installez-vous, Ambrosius. Si j'avais su que nous cherchions la même chose, je n'aurais pas engagé une équipe de détectives pour vous trouver. J'ai cru que des gens essayaient de stopper mes travaux comme c'est arrivé déjà à mon père quand il était à Paris. Oh, c'est une histoire de famille si je comprends bien. Mais moi aussi, vos travaux dérangeaient mes projets. Cela ne correspondait pas aux signes que j'imaginais. Dites-moi, comment vous comptez l'inscrire dans la ville? Eh bien, pour tout vous dire, oui. Cela fait plusieurs générations que ma famille essaie de créer ce symbole. Et malheureusement, à chaque fois, ils ont été interrompus. Mais cette fois-ci, j'y arriverai. Enfin, nous y arriverons. Je sais que vous aviez prévu de faire exploser une bonne partie de la ville, en plaçant des explosifs dans des appartements. Eh bien, je vais faire pareil, mais de manière plus discrète. Lors des travaux sur la rue du 22 novembre, nous avons trouvé des galeries souterraines qui s'étendent sous toute la ville. Nous avons donc placé des explosifs afin d'inscrire le signe depuis la place Kléber. Et puis, lors de l'acheminement des matériaux, j'ai pris soin de faire tailler des roches creuses pour faciliter la destruction dans les rues. Oh, c'est magnifique. Et le théâtre dont je vous avais parlé, nous leur avions donné un extrait du Roi en jaune. Ils sont censés faciliter l'inscription dans la ville. Ouais, j'ai beaucoup aimé votre idée. Grâce à quelques magouilles à l'hôtel de ville, j'ai pu changer la date de leur représentation à aujourd'hui. J'ai aussi tout fait pour que l'enterrement du chef des détectives Jules se fasse aujourd'hui. Ils ne me... nous dérangeront pas comme ça. Parfait. Ah, il me tarde ce début d'après-midi. Alors que l'homme finit sa phrase, un des gardes d'Ambrosius remplit le verre du vieil homme. À la santé de notre ville en jaune. À Astur, à notre ville sans aucun défaut. Le visage d'Ambrosius semble se crisper lorsque Charles évoque Astur, mais le repas continue dans la bonne humeur. Léo, quant à lui, s'assoit par terre face au mur et sort de ses poches des tubes de peinture. Il en étale sur ses mains et commence à peindre la pierre. Et dites-moi, Charles, qui sont exactement ces détectives? Ils ont réduit à zéro mes plans. Et un des agents a même réussi à approcher Léo, de ce que j'ai compris. Eh bien, ils sont considérés comme les meilleurs détectives de Strasbourg. C'est pour ça que je les ai embauchés, je ne savais plus quoi faire. Comme je vous disais, je ne savais pas que nous avions le même objectif. Et même si ça m'a traversé l'esprit, eh bien j'avais peur que vous vouliez vous accaparer tout le mérite. Mais vos agents étaient redoutables.
n'est pas les premiers détectives que j'ai embauchés. Il y avait un groupe dont je n'ai plus eu aucune nouvelle. Hans s'est chargé de votre premier groupe. Il les a emmurés vivants dans une de vos bâtisses. Je dois avouer qu'à la base, je ne comptais pas partager ma réussite. Mais au vu de ce que vos détectives ont accompli, il ne me reste plus grand-chose. Même si j'ai encore quelques atouts pour moi. Et c'est pour ça que nous collaborons. Ambrosius ramène sa petite mallette qu'il n'avait pas quittée sur la table. Lorsqu'il l'ouvre, Charles Bonjean a comme un frisson qui lui parcourt le dos. Le vieil homme en sort un livre, aux aspects des plus étranges. Il est assez fin, mais la couverture est comme composée de plusieurs appendices. Certaines pages ont l'air tachées de rouge, et la reliure en cuir est couleur peau. Grâce à ce livre, Asdur viendra. Une fois que nous aurons inscrit le signe en jaune dans la ville, il nous départagera de lui-même et nous guidera pour une humanité des plus pures. C'est magnifique. Je ne pensais pas qu'Astur se déplacerait de lui-même jusqu'ici. Pour tout vous dire, j'avais essayé d'anticiper au mieux. J'ai eu des contacts à l'observatoire de Strasbourg, et certains des scientifiques m'ont affirmé que les Iades seraient à leur paroxysme aujourd'hui. Oh, pas plus que 2 heures. On peut voir là en bas déjà que le théâtre est en train de s'installer. J'ai modifié leur traversée dans la ville par rapport à l'enjancement des branches du cygne que j'ai confectionné. Parfait. Nous sommes si près du but. Le groupe finit son repas, prenant les alcools et les mets les plus chers. Chacun discute de comment il entrevoit sa ville en jaune. Parfois, les sujets changent, et ils évoquent les détectives en se moquant d'eux. Surtout Ambrosius, qui n'est pas satisfait du désordre qu'ils ont laissé dans son appartement. Léo était censé surveiller les lieux grâce à ses allées et venues par les tableaux disposés chez le vieil Allemand, mais ils ont quand même réussi à rentrer. Hans aussi fait partie des sujets de conversation. Charles Bonjean est intrigué lorsque Léo a parlé de déguisement, et on lui explique qu'en laissant une marque sur une personne, Léo peut avec la plus grande facilité peindre le visage du blessé sur quelqu'un d'autre. Le principal intéressé d'ailleurs est toujours en train de peindre sur le mur. Il enduit le mur de ses gouaches pour représenter la cathédrale de Strasbourg, englobée dans une obscurité des plus inhabituelles. Et puis ils sont coupés lorsque la troupe de théâtre annonce son départ. Plusieurs personnes se sont regroupées pour les suivre. Les acteurs jouent leur texte avec une rare intensité, en jetant des pétales jaunes dans tout Strasbourg. Lorsque 20 minutes ont passé et que la troupe de théâtre déambule dans les rues, Monsieur Bonjean regarde sa montre avec une grande euphorie. C'est l'heure. Alors qu'Ambrosius ouvre son vieux livre, Charles s'avance jusqu'à la rambarde du balcon. Il observe calmement la ville, son verre en main, quand soudain, une première secousse se fait ressentir, puis une seconde. Les gens se regardent bizarrement sur la place, et tout à coup, une explosion. Un bâtiment s'effondre dans Strasbourg. Charles Bonjean sourit. Une seconde, une troisième, quatrième, un nombre innombrable d'explosions a lieu dans Strasbourg. Les bâtiments s'effondrent les uns après les autres, dans une cacophonie assourdissante, mélangeant les cris des habitants à cette symphonie de destruction. Charles Bonjean jubile et écoute les sons ambiants comme s'il en était le chef d'orchestre, pour donner la représentation la plus effroyable qu'il n'ait jamais entendue. Il retourne lentement sa tête vers Ambrosius. Lisez pour la venue de notre Dieu. Ambrosius s'arrête sur une page et commence à la lire. Il la lit de plus en plus frénétiquement, ne s'arrêtant même plus pour respirer. On dirait qu'il est comme poussé, forcé de lire. Du sang commence à couler de sa bouche et vient s'étaler sur les pages du bouquin juste en dessous. Mais il ne s'arrête pas pour autant. Charles regarde le vieil homme balbutier des mots incompréhensibles et il se retourne pour admirer sa ville. Le sol se fissure, les gens hurlent à l'aide et les secousses se font de plus en plus grandes. Quand l'hôtel se met à trembler, ce n'était pas une secousse, ni un tremblement, mais ceux dans le bâtiment auraient eu l'impression de ressentir comme un battement de cœur qui résonne dans leur tête. Gontran se met à hurler, alors qu'Ambrosius continue de lire. Les secousses s'intensifient. Charles entend un bruit derrière lui. De l'eau commence à sortir des profondeurs, sur la place Kléber. Mais à cette eau est mélangé un liquide rouge que l'homme de mairie ne connaît que trop bien. Du sang. Cette flaque s'étend et remplit toute la place au rythme des secousses. De nouveau, des cris se font entendre dans la ville, mais ils ne sont pas comme avant. Ce sont des cris comme jamais Charles Bonjean en avait entendu. Cela lui donne des frissons dans le dos. Gontran continue d'hurler. Pour lui, il y a quelque chose dans sa tête. Il se tape plusieurs fois contre la table, le mur,
Mais rien n'y fait. Alors que Charles est omnibulé par la scène devant lui, Gontran se précipite et saute du balcon en hurlant. Son corps atterrit violemment dans une flaque, dans un bruit sourd. Le liquide transparent autour de lui se change en une teinte rouge. Mais il y a autre chose, du mouvement. Quelque chose bouge sous l'eau. Alors qu'Ambrosius s'arrête de lire en s'écroulant sur le dossier de sa chaise, plusieurs centaines de tentacules, recouvertes d'un épais liquide noir, émergent à la surface, s'étendant dans les airs jusqu'au balcon de ceux qui l'ont convoqué. Les tentacules foncent à toute vitesse et s'arrêtent au niveau de Charles qui les fixe intensément. Il écarte les bras. « C'est moi, je suis celui que vous attendiez. J'accomplirai votre volonté. » 2 tentacules s'avancent. Alors que les hommes qui surveillaient Ambrosius s'effondrent au sol, les monstruosités noires saisissent Charles par la taille, ainsi qu'Ambrosius, les emmenant à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de la place. Charles décontenancé fixe le vieil homme, mais de ce qu'il peut voir, ce dernier est mort, son visage exprimant un immense râle de plaisir, serrant fort contre lui la chose qui le transporte. Charles est rassuré. Plusieurs de ces choses à l'aspect noirâtre commencent à s'entortiller autour de lui. L'homme est aux anges. Son rêve, le rêve de son père avant lui est concrétisé. Il est le prochain roi en jaune. Mais alors qu'il est perdu dans ses rêveries, le tentacule à sa taille commence à le serrer de plus en plus fort. De même pour les autres enroulés autour de ses bras, jambes et cou. Léo, toujours sur le balcon, quitte sa peinture pour regarder la scène étonné. Il lève les bras, mais donne l'impression de prendre des mesures avec ses mains pour peindre la scène. Quand un cri étouffé se fait entendre, Charles Bonjean hurle. Les lianes noires finissent d'étendre leur étreinte, quand plusieurs morceaux de chair et une énorme quantité de sang s'enfuient du cocon noir pour se déverser sur la place Kléber. Léo s'avance légèrement en riant. Il tend la main et sort un pinceau de sa poche. Il le balance dans le vide, comme pour peindre ce qu'il voit. Les lianes ensanglantées foncent à leur tour sur lui, mais elles s'arrêtent devant son pinceau. Léo est perplexe. Il fait quelques signes de main pour peindre sur sa toile imaginaire, et les lianes suivent avec attention le mouvement de son instrument. L'artiste euphorique tourne en peignant l'air autour de lui. C'est alors que les tentacules noirs s'avancent beaucoup plus calmement qu'avec Ambrosius et Charles. Elles ne le touchent pas, l'englobant juste, se positionnant les unes sur les autres, jusqu'à former un immense œuf sur le balcon. La base est connectée à une immense racine noire qui soulève la forme ovale au milieu de la place Kléber, la faisant calmement redescendre jusqu'au centre. À l'intérieur, Léo est recroquevillé sur lui-même. De minces tissus, appendices, muqueuses, se collent sur la peau du peintre. Mais il n'a pas peur. Il accepte avec joie ses étreintes. Et alors que le sommeil le gagne, il a l'impression d'entendre des voix. Quelque chose, non, plusieurs choses à l'extérieur parlent. Le roi est là. Vous venez d'écouter notre podcast sur la ville en jaune. On espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires et on y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur différents sites de podcast et aussi sur le serveur Discord du Grills Biz Nexus, un serveur JDR où vous pouvez trouver des parties comme des conseils. Merci pour votre écoute et à la prochaine.